Mehdi Juan, alias Mehdi donc, qui a été sur place avec des bénévoles engagés, dont Christophe Silinski, qui est là également avec nous, pendant plusieurs semaines en Slovaquie et en Pologne auprès de ces réfugiés. Une exposition témoignage est à voir jusqu'à demain à l'espace Franquin à Angoulême. Avec nous donc Mehdi Juan et Christophe Silinski. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on va évidemment peut-être d'abord situer un petit peu les raisons et puis pourquoi vous étiez sur place pendant plusieurs semaines aux frontières de l'Ukraine auprès de ces réfugiés. C'est en lien direct, Christophe Silinski, avec l'association L'Archipel des Sans-Voix. Tout à fait. En fait, c'est une association qui permet de, comme son nom l'indique, de donner la voix aux personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors ça peut être dans tous les domaines, ça peut être le domaine artistique, la solidarité, la précarité, les femmes battues, ou tout simplement des écrivains qui souhaitent partager leurs éléments. Et c'est pour ça que également il relaie un peu l'information via les photos de Mehdi, qui représente bien une situation particulièrement dramatique à la frontière, et ces personnes ne peuvent pas s'exprimer. Tout simplement parce que ce sont des Ukrainiens qui ne parlent ni anglais ni français, qui écrivent en cyrillique et qui doivent fuir un pays pour arriver dans des zones européennes, voire plus loin, qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors parce que vous, mais dis donc vous êtes photoreporter et vous étiez déjà en lien régulier avec cette association L'Archipel des Sans-Voix avant donc d'aller sur place, ou c'était une première collaboration? En fait, pour resituer un peu la situation, moi j'ai monté un premier convoi humanitaire. Donc en partant de Lourdes, et j'ai récupéré au passage donc, un ensemble d'associations, de collectifs, de particuliers, de médecins, de sapeurs-pompiers, d'ambulances, et on est parti en fait avec une soixantaine de véhicules, environ 150 tonnes de matériel, donc pour fournir l'Ukraine à la frontière via des transporteurs ukrainiens. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mehdi. Donc c'est une question de rencontre justement par rapport finalement à cette situation. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvés justement à vous investir très concrètement auprès de ces réfugiés et puis aussi via la photographie évidemment? Alors pour moi la photographie déjà c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps en tant que passion. Et j'ai donc décidé quand j'ai vu que la guerre a débuté en Ukraine, au bout on va dire une semaine, je me suis posé une réflexion interne propre à moi-même et je me suis demandé comment je pourrais couvrir le conflit sans forcément aller en Ukraine directement. Et j'ai donc décidé avec une amie en fait de partir faire de la photographie à la frontière. Donc au départ on devait partir en Roumanie, à Siret, sauf que quand on était sur la route on a vu qu'il y a eu des bombardements sur la ville de Lviv, qui est située très proche de la frontière polonaise, et donc on a décidé de remonter vers la Slovaquie. Donc là on a passé environ 3 jours ou 4 jours si je me rappelle bien, donc à Nemeče, c'est un poste frontière qui est situé juste à côté de la ville d'Uzhhorod en Ukraine, et on a pu visiter également le camp de Michalovce. C'est une ville qui est à une quinzaine de kilomètres on va dire de Nemeče. Et de là, donc cet ami avait un contact en fait en Pologne, qui est Christophe, au camp de Korczkowa. Donc on est monté en Pologne, on a passé 2 jours à Cracovie, où on a pu également voir la situation à la gare de Cracovie, qui est une très grosse gare où les réfugiés peuvent prendre des trains, soit pour rejoindre des grandes villes, excusez-moi, des grandes villes polonaises, soit pour rejoindre différents pays. Et puis ensuite on est arrivé à Korczkowa et on a rencontré Christophe. Alors, peut-être simplement aussi, quelles étaient vos premières impressions? Parce que vous disiez, vous aviez cette réflexion, vous vous êtes dit à un moment, très rapidement, j'ai envie finalement par les photographies aussi de pouvoir être là, traduire quelque chose. Quelles images, quelle ambiance, quelles impressions en fait quand vous êtes arrivé, et que vous êtes arrivé notamment alors à la frontière de Pologne et d'Ukraine? Parce que quand moi je suis parti avec le premier convoi, le convoi est reparti, donc j'ai pu monter une coordination sur place afin qu'ils puissent ramener un certain nombre de réfugiés dans des familles d'accueil. Donc c'est des choses qu'on avait préparées longtemps à l'avance. Et donc en restant sur place, il faut remettre un peu le contexte. On était à Korczkowa. À Korczkowa, c'est à 3 km de la frontière ukrainienne. C'est le plus gros centre gouvernemental de réfugiés en Pologne. Quand moi je suis arrivé là-bas, il y avait 9000 personnes. Donc c'était 9000 femmes, enfants, plus les chiens, et c'est ultra militarisé. Donc il y a eu un élan de solidarité énorme, mais
Comme dans tout conflit, malheureusement, il y a un élan de solidarité au départ, et après ça s'essouffle. Et là a été le problème, c'est-à-dire qu'on a commencé à manquer de moyens, et pourtant les besoins sont toujours les mêmes, même s'ils se sont un peu déplacés sur l'est de l'Ukraine. Personne au jour d'aujourd'hui ne peut connaître ce qui va se passer demain. Et malheureusement, toutes les associations, les grosses associations, les ONG, se sont retirées. Et donc, nous, on a monté un centre de coordination sur place, donc sur les différents camps de réfugiés, pour donc l'entraide, les départs, la logistique, les besoins alimentaires, l'hygiène, les points médicaux, etc. Et d'où, avec Midi, on s'est dit, mais comment on pourrait continuer à les aider? Et c'est de là que a été, Mélia préparera de sa rencontre donc, avec Philippe Lhomme. On s'est dit, il faut qu'on continue, sauf que là, on va monter directement en Ukraine, tout simplement parce que les gens ont peur. Les gens ont peur, il y a des moyens, il y a du matériel, et personne ne veut leur ramener. Et les Ukrainiens, les Ukrainiennes, ils sont dans des situations dramatiques. La dernière personne que moi j'ai fait partir en France, une petite jeune, la veille qu'on parte de Pologne, Angelica, c'est une gamine de 20 ans qui est arrivée toute seule, on ne sait pas trop comment. Et en fait, en discutant avec elle, la situation était simple. Les Russes sont rentrés dans son appartement, ont tué ses parents, sa sœur, elle s'est cachée dans un placard. 2 jours après, elle est sortie, un voisin l'a collée dans un bus, direction la Pologne, et est arrivé devant moi. Voilà. Par chance, j'avais une famille d'accueil française qui était à proximité, qui l'a prise en charge, qui l'a ramenée chez elle, complètement traumatisée. Complètement traumatisée. Le moindre coup de klaxon, c'est tout de suite, attention, il y a une bombe qui va arriver. Et aujourd'hui, donc, elle commence à prendre des cours de français, et cette gamine, elle n'a plus rien. Elle n'a plus de maison, elle n'a plus de famille, elle n'a plus d'amis. Donc maintenant, la France est sa terre d'accueil. Et donc nous, on essaye justement, par le biais des photos de Mehdi, les regards, de sensibiliser les personnes qui souhaitent venir à cette exposition, et par là même, de leur dire, écoutez, nous, on va monter en Ukraine, à chaque fois on s'est autofinancé, c'est pas des fonds gouvernementaux, c'est nous. Et simplement, donnez-nous un petit coup de pouce pour qu'on puisse aller les aider directement sur place. En fait, que les médias français ne retransmettent que 10% d'informations de ce qui se passe sur place, malheureusement. Et nous, quand on est sur place, on les a en direct. Donc, nous, on s'adapte. Les médias sont partis, parce qu'au début, tout le monde fait des photos, des vidéos. Maintenant, il n'y a plus rien. Et par contre, là-bas, c'est toujours dramatique. Nous, par exemple, on a livré un orphelinat qui est à côté de Kiev, dont personne n'a jamais parlé. Pourtant, il y a 77 gamins de 7 ans à 16 ans qui sont en manque de tout. J'ai fait partir un camion là-bas. C'est des choses simples. J'ai eu la directrice, elle me dit, mais de quoi avez-vous besoin? Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas. C'est de la poudre à laver. Il faut laver les vêtements des gamins. Ce sont des protections féminines pour les gamines. Ce sont des coloriages pour les occuper. C'est des ballons de foot. C'est des sucreries. C'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de vêtements. La nourriture, ils l'ont. Mais il y a des moyens, toutes les bases logistiques, les hypermarchés, les hôpitaux, tout a été détruit. Donc ils ont besoin de tout. Et donc nous, on va aller directement sur place pour leur fournir ça. Voilà, mais avec cette conscience précise et cette écoute précise de leurs besoins, parce qu'il y a eu effectivement les besoins du début. Suivant la situation. Il y a une dimension de responsabilité maintenant, justement, vous avez été sur place, que vous avez déjà agi très concrètement. Cette envie et cet engagement de vous donner les moyens de retourner, d'aller même effectivement en Ukraine. En fait, c'est des choses qu'on remarque aussi sur les catastrophes climatiques. C'est des choses qu'on peut remarquer également sur d'autres conflits aussi, ou même en France, quand il y a eu la crise du Covid, où on voyait des files d'étudiants qui attendaient pour récupérer à manger. Au début, il y a un élan de solidarité à chaque fois qui se met en place parce que c'est quelque chose de nouveau, les gens sont touchés. Et en fait, au fur et à mesure, on en parle de moins en moins dans les médias. Ou alors on en parle différemment. Là, par exemple, on parle surtout de... il y avait le président hier qui était du coup en visite à Kiev. Mais sinon, on parle surtout de ce qui se passe dans le Donbass. Mais on ne parle pas après de ce qui se passe, de la situation des réfugiés à la frontière.
ni par exemple des Polonais qui, pour ne citer qu'eux, mais comme ceux qui en accueillent le plus, donc qui ont tout réorganisé autour de leur vie justement pour pouvoir accueillir dignement en fait ces 3 millions et demi, 4 millions de personnes qui sont chez eux maintenant, et ni des élans citoyens, parce que donc, avec Christophe, nous on fait des choses. Mais après, il y a aussi également d'autres citoyens, alors, pas forcément des Français, hein, nous on a rencontré des personnes qui venaient du monde entier, on a rencontré des Chinois qui ne soutiennent pas le parti chinois en place évidemment. On a rencontré des Américains, on a rencontré des Israéliens, on a rencontré des Égyptiens, enfin vraiment mais beaucoup d'élan On citoyens. s'est fait surveiller par le Mossad. On s'est fait surveiller par des personnes qui surveillaient les volontaires israéliens. Je vais me permettre juste de rajouter un élément, toujours pour rester dans le contexte, les Ukrainiens sont très croyants. Bon, l'Ukraine est de religion orthodoxe, et rappelle-toi l'exemple quand il y a eu la Pâque orthodoxe. La Pâque orthodoxe est une semaine plus tard que la Pâque catholique. Et donc nous, étant à la frontière sur les points de passage terrestres, on a vu des flots de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, repartir en Ukraine. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors que ça bombardait, hein. Et en fait, ils sont tellement croyants qu'ils sont simplement retournés 2 jours chez eux, ou là où pour pouvoir célébrer cette Pâque. C'est une fête plus importante que Noël pour eux. Donc, du coup, ouais, c'était vraiment impressionnant. Et donc, pour compléter ce que tu dis, à ce moment-là, on voyait des files de camions de plusieurs kilomètres qui attendaient pour pouvoir passer la frontière. Et les chauffeurs étaient bloqués pendant plusieurs jours. Et c'était vraiment impressionnant. Des files parfois de 10 kilomètres de camions par choc contre remorque, on va dire ça comme ça, en attente de pouvoir passer la frontière. Alors, on va quand même faire le lien aussi avec la Charente, hein, et cette exposition qui est à voir à l'espace Franquin Angoulême. Peut-être un mot effectivement sur la rencontre avec Philippe Lhomme, puisque c'est le lien avec le Charentais qui fait que vous êtes là aussi aujourd'hui, donc du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie-Restauration notamment, et donc ce qui a permis la mise en place de cette exposition. Peut-être me dis donc, cette rencontre avec Philippe Lhomme, ça s'est passé comment en fait? Alors ça a été vraiment du hasard. On va dire qu'à 100 km de Corchevran, on s'est arrêté donc avec la personne avec qui j'étais avec la camionnette pour prendre un café sur l'autoroute. Et là, il y a quelqu'un qui vient nous voir, il fait « Ah, vous êtes français ?» Et du coup, c'était une des personnes qui est partie avec Philippe. Donc on a discuté et pendant 5-10 minutes à peu près. Et puis on s'est retrouvés le soir au camp de Corchova, là où donc on était, nous on a déchargé et où ils ont déchargé, et où après on était volontaires. Donc là, on a rediscuté un peu, et puis après, on est resté en contact via les réseaux sociaux. Et donc, après, Philippe m'a proposé de faire une expo et de montrer en image un peu aux personnes qui ne sont pas allées là-bas ou qui voulaient voir peut-être un regard différent, en fait, de celui qui peut être porté directement sur place. Et ça s'est fait, on va dire, assez de façon très rapide déjà. Et ça s'est fait un peu naturellement, on va dire, quoi. En tout cas, je tiens vraiment à remercier Philippe pour... Je trouve cette rencontre fantastique parce qu'on est de 3 régions différentes, on a fait 3 convois différents, on s'est retrouvés à l'autre bout du monde ensemble, et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve tous à Angoulême pour continuer cette action avec Philippe Lhomme, qu'on remercie généreusement. Alors, très rapidement, peut-être, mais dis donc, un mot sur les photographies qu'on peut voir dans cette exposition, sur les regards, ce que vous avez voulu peut-être mettre en lumière à travers ce que vous avez vu sur place. Alors, très rapidement. Les photos que du coup j'ai diffusées à l'exposition, il y en a entre 20 et 25 à peu près, je ne les ai pas compté exactement. Donc ça va être des photographies de personnes où on peut voir des personnes qui arrivent à la frontière. On peut voir des émotions différentes sur les visages, puisque chaque personne a une réaction différente quand elle passe la frontière. Il y en a qui vont être un peu soulagés, donc ils vont esquisser un léger sourire. D'autres qui sont à bout, d'autres qui sont paniqués. Et puis il y a des photos également de la gare de Cracovie, du camp de Michalovce. Il n'y a pas de photos du camp de Corchova, puisque c'est strictement interdit à l'intérieur du camp de Corchova de faire des photographies. On peut en faire à l'extérieur, il y en a une, mais il n'y en aura pas à l'intérieur. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme photo? Après, c'est la frontière essentiellement. Et quelques témoignages. Après, il y a deux. Il
Excusez-moi. Après, il y a 2 témoignages. Il y a le témoignage d'un Américain que j'ai rencontré au poste frontière de Medica, qui est pas très loin de Corchova, on va dire à une vingtaine de kilomètres à peu près, qui partait rejoindre les légions internationales créées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, donc, qui m'a adressé quelques mots. Donc j'ai souhaité retranscrire son témoignage parce que je trouve que c'est important. Et après, il y a un deuxième témoignage. Ça, c'est un témoignage qui m'avait beaucoup ému en fait parce que c'était lors de mon premier voyage. Et c'est une famille qui venait de Mariupol et qui a fui la ville de Mariupol sans couloir humanitaire. Donc avec leurs enfants, ils sont partis avec quelques voisins dans 3 voitures, ils se sont fait tirer dessus. Et l'intégralité du témoignage est à lire à l'exposition pour ceux que ça peut intéresser.